Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Et bien sûr, c'est votre chaîne de télévision, vous savez où nous joindre. D'ailleurs, à partir des plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, vous n'avez qu'à liker nos pages et vous aurez des notifications. Surtout, n'oubliez pas de partager au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Nous savons que vous êtes déjà des millions et des millions encore à nous suivre tous les jours sur nos plateformes numériques. Comme à notre habitude, nous allons nous interroger Sahel, fin de l'opération Barkhane. Quelles conséquences géopolitiques? Emmanuel Macron annoncera donc ce mercredi officiellement la fin de l'opération Barkhane au Sahel, un peu moins de 3 mois après le classement ou alors le chassement des soldats français du Mali. Le président de la Jeune Française prononcera un discours qui sera notamment l'occasion de marquer officiellement la fin de l'opération Barkhane et d'annoncer une adaptation significative des bases militaires en Afrique, a-t-on précisé du côté de l'Élysée. Cette annonce, nous dit-on, sera sans conséquence sur le dispositif militaires français dans la région. Quelques 3000 militaires français sont encore déployés aujourd'hui au Niger, au Tchad et au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Nous nous interrogeons. En politique, rien n'est fait au hasard. Quelle est la nouvelle formule de Macron et de ses patrons? Font-ils semblant d'oublier que les Africains ne veulent plus aucune base militaire française sur le continent, mère de l'humanité? Ou est-ce une nouvelle entourloupe propre aux mondialistes? L'heure n'est pas aux réjouissances, mais à la vigilance, car l'ennemi ne dort jamais. Il faut rappeler aux Africains que la force Barkhane a compté jusqu'à 5500 militaires au plus fort de son déploiement dans le Sahel. Poussée hors du Mali par le peuple, l'armée française a définitivement quitté le pays mi-août après 9 ans sans aucun résultat positif. Plus de 5000 militaires qui, soi-disant, luttaient contre le terrorisme, mais qui n'ont jamais tué un seul terroriste. Preuve que le fallacieux prétexte de la présence de militaires français au Sahel n'est pas lutter contre le terrorisme, mais garder le Sahel et surtout le piller. On nous fait quand même savoir que cette force, si elle n'est pas une connerie, restera dans la région et continuera à lutter contre les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui étendent progressivement leurs activités dans les pays du Golfe de Guinée, mais de qui se moque-t-on? Selon l'Élysée encore, le principe est de réduire l'exposition et la visibilité des forces militaires en Afrique, de se concentrer sur la coopération et l'appui, principalement en termes d'équipement, de formation, de renseignement et de partenariat opérationnel lorsque les pays le souhaitent. Mais nous nous interrogeons encore. Quel pays africain souhaite encore une coopération avec la France? Dès l'annonce en février du départ du Mali, la France avait annoncé sa volonté de lancer des discussions avec les États africains sur ce dossier. Oui, aujourd'hui, la France veut discuter avec les pays africains. Même si elle n'entend pas abandonner la lutte anti-djihadiste, quelle lutte? Là encore, nous nous interrogeons. Puisqu'aujourd'hui, les preuves sont légion, c'est la France qui arme, finance et entretient les terroristes. On y dit que Paris doit composer avec une opinion publique africaine de plus en plus hostile et au sein de laquelle l'influence de puissances rivales, comme Moscou en tête, se renforce via les réseaux sociaux et surtout les médias officiels. Apparemment, les Africains ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes, eux qui ne veulent plus de la France, mais ils doivent forcément être financés pour dire qu'ils ne veulent plus de la France. Eh bien, un récent rapport, oui, de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, je vous le donne, dépendant du ministère français de la Défense, décrivait ainsi au Mali la prolifération de contenus de désinformation en ligne, le plus souvent destiné à dénigrer la présence française et justifier celle de la Russie. Il constatait aussi la contagion au Burkina Faso voisin. Allez donc savoir ce qui se cache derrière toutes ces fallacieuses informations qui inondent de la toile, justement, par des trolls français ou alors des trolls qui travaillent pour le compte de la France. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Sahel, fin de l'opération Barkhane, quelles conséquences géopolitiques? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn, j'espère que vous allez bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je salue les techniciens, je salue tous ceux qui sont attachés à Panafricaniste TV.
dont le nombre ne cesse de grandir. Oui. J'ai pensé pour ton épouse et tes enfants. Merci. Mes hommages également à votre épouse et à vos enfants, et surtout à toute votre famille. Sahel, fin de l'opération Barkhane, quelles conséquences géopolitiques? Commençons par là. On nous annonce finalement qu'Emmanuel Macron fera un discours, il parlera haut et fort de sa tribune, de la fin de l'opération Barkhane. Et surtout, nous, on a un problème. On n'aime pas les annonces, on aime la vérité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette annonce? Il gère une défaite. Fondamentalement d'abord, c'est la gestion d'une défaite. Oui. Les panafricanistes l'ont chassé. Les panafricanistes ont chassé Barkhane au Mali. Les panafricanistes ont enclenché un processus qui se renforce de démilitarisation du continent africain. Oui. Ce n'est pas seulement les bases françaises qui vous intéressent, il y a les bases américaines. Oui. Les bases américaines. Donc il est question de démilitariser le continent africain de toute base militaire. Quand on va finir avec la France et avec l'Occident, les bases militaires chinoises et russes devront se justifier. Mais à partir de ce moment-là, c'est nous qui allons fixer les règles de coopération. Qu'on se comprenne bien. C'est ce que nous entend par démilitarisation. La démilitarisation consiste à neutraliser et à chasser du continent toute installation militaire hostile, c'est-à-dire qui est la face militaire d'un projet colonial, recolonial et hyper-impérialiste. Il faut qu'on s'entende bien. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion à ce niveau-là. Sinon, dans la mesure où nous fixons les lignes, nous fixons les règles et qu'il y a de la coopération militaire, c'est le propre de toutes les nations. C'est le propre de toutes les relations internationales. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, il est question d'une armée d'occupation. Il est question d'une armée coloniale. Il est question d'une armée de recolonisation. C'est ça le Sahel. Oui. Le Sahel, c'est un projet recolonial c'est-à-dire qu'au cœur déjà d'un vieux projet colonial. Et là, c'est la recolonisation dans la colonisation. C'est très grave. C'est très grave. Donc, premier constat, Jocelyn Goz, on gère une défaite. Oui. C'est la défaite. Il fallait gérer ça. Il fallait gérer ça avant l'élection présidentielle. Donc, il fallait que l'élection présidentielle passe, tout ça, en France, pour gérer ça. Donc, on est dans la gestion d'une défaite. Mais puisque vous parlez de conséquences géopolitiques, non, ce n'est pas une conséquence géopolitique. Vous êtes dans votre rôle de journaliste. On est dans une continuité géopolitique qui veut s'adapter. Oui. Veut s'adapter à des bouleversements, à des bifurcations qui n'ont pas été prévues et qui peuvent être assimilées. Parce que la France est... Le cancer impérialiste français s'est tellement métastasé dans le corps français, pour ne parler que la France, dans le corps de l'État français, que c'est en stade terminal. Deux choses pour bien comprendre ce qui se passe. Quelqu'un vous dit clairement que non, nous ne voulons plus exposer et visibiliser nos armées. Nos armées sont trop exposées, sont trop visibles, donc on les voit trop. Donc, ce que nous voulons faire, donc, c'est de les rendre invisibles. Ça veut dire quoi? Nous voulons continuer à faire ce qu'on faisait hier, mais sans être vus. Puisque nous ne pouvons pas faire autrement. Oui. On ne peut pas faire autrement. Nous voulons continuer à faire ce qu'on faisait hier sans être vus. Or, faire ce qu'on faisait hier sans être vu, c'est une défaite. Être vu et être exposé faisait partie de la présence. Était inséparable de la présence. Si vous dites que bon, nous allons être présents sans être vus, vous serez ne serait-ce que partiellement présents, si on est gentil. C'est pas ce que vous comprenez ce que je vais vouloir vous dire. Vous serez partiellement présent, vous ne pouvez pas dire que vous serez même plus présent. C'est cela qu'il s'agit, Jocelyn Goz, la France. Et deuxième chose à mettre sur la table pour bien comprendre ce qui se passe, c'est mais à quoi servaient ces bases militaires? Enfin, vous nous demandez de faire la géopolitique de cette décision. C'est ce que vous nous demandez de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. À quoi servaient ces bases militaires?
Ces bases militaires étaient la façade militaire du projet colonial. On nous a colonisés, c'était d'abord une pensée, c'est un concept. C'est une idée du monde, de l'Afrique. On l'a matérialisé par plusieurs méthodes, dont la méthode militaire, la force, à l'état brut. Et les bases militaires, après avoir servi à nous massacrer et installer l'homme blanc chez nous, ont permis de gérer ce qu'on appelle les routes coloniales. Les routes coloniales qui permettaient de partir de l'Interland pour arriver à des ports et traverser l'eau pour arriver à la métro, dans les centres métropolitains pour garder le butin colonial. C'est cela qu'il s'agit. Le butin, c'est l'argent, c'est l'or, les matières premières sont les hommes. Oui. Ce sont nos trésors culturels. C'est tout ça qu'il s'agit. Donc, pour qu'on sorte de l'Interland, qualifié d'hostile, dans l'hostilité, en géopolitique, quand on dit hostile, ne pensez pas seulement aux êtres humains. Il y a même l'hostilité géographique, l'hostilité de l'environnement. Oui. Des territoires extrêmement accidentés, escarpés, qu'il faut gérer, les falaises, n'est-ce pas, qui se confondent avec les plateaux, des hautes montagnes qui se confondent avec les plateaux, les petites vallées, tout ce qu'on sort. Il faut gérer tout ça. Et vous savez très bien que les résistants africains avaient l'art de gérer cette géographie à leur avantage, parce que ça maîtrise du terrain. Donc, l'armée, pendant la colonisation, a servi à sécuriser les routes, à neutraliser les résistants. Et à permettre l'acheminement du butin colonial jusqu'à des ports. On voit très bien à quoi servaient ces bases militaires. Et quand la colonisation est tombée, quand on a vaincu l'esclavage et la colonisation, on a créé le néocolonialisme. Les bases militaires avaient pour rôle de sécuriser le néocolonialisme. Et était le symbole même de la puissance française, si on parle seulement de la France. Était la projection de la France dans les lieux colonisés. Dans les lieux néocolonisés, la projection de la France par la présence militaire. Donc, le départ de Barkhane, le changement de nom de Barkhane, le changement de tactique, non, ça veut aussi dire le retrait. J'ai dit c'est une défaite. C'est une défaite, il n'y a pas d'autre mot, c'est une défaite. Macron peut gesticuler, n'est-ce pas, mais ça ne change rien, c'est une défaite. Ça, c'était l'explication géopolitique que je viens de faire. Maintenant, analysons-les. Maintenant, comment ils vont faire ce qu'ils faisaient hier sans être vus? Il vous a indiqué la formation, l'équipement militaire, oui, le renseignement, le partenariat opérationnel. Un mot, un concept caractérise ça. Nous devons bâtir une intimité avec les armées africaines. C'est ce que dit Macron. C'est ce qu'il a dit. C'est très grave. C'est quoi bâtir une intimité avec les armées africaines? Ça veut dire que ça n'existait pas hier, puisque l'armée française était présente à travers les bases militaires. Maintenant, comme le mouvement, c'est le chassement, il dit non. Pour être invisible d'abord, soyons dans l'intimité avec les armées africaines. Prenons une image pédagogique, Serge Oslingos. L'intimité, si on prend un homme et une femme, d'abord, c'est une vie secrète, on ne vous voit pas. Et dans l'intimité se construisent une fusion extraordinaire qui vont lier deux personnes qui ont de la peine à se séparer. Comment on fait pour que deux armées fusionnent? Comment on fait pour fusionner une armée métropolitaine ennemie et des armées censées défendre les intérêts du continent africain? Comment on fait? Où est la sorcellerie militaire? Où est l'ésotérisme militaire? Ce n'est pas seulement la formation, l'équipement militaire, le renseignement, le partenaire opérationnel ici. Oui, c'est un pan. Le vrai pan, c'est le recrutement secret des fils et des femmes d'Afrique qu'on va convertir dans une fidélité aux options françaises et occidentales. Donc la guerre commence d'abord dans les loges. On va recruter nos enfants dans des universités, oui, d'académies militaires, où on va essayer de les marquer pour que jamais ils ne puissent se retourner contre la France. Quand on a fini de faire ça maintenant, la formation, vous savez que la formation est le meilleur moyen d'infiltrer une armée, d'infiltrer un pays et d'infiltrer une armée, entre guillemets, étrangère. Et la dépendance des pays africains en termes de formation
pose un problème sérieux. Et Macron le sait, que beaucoup de pays africains ne font pas l'effort de s'autonomiser militairement sur le continent africain. Seuls quelques pays ont amorcé ce processus. Macron le sait. Donc, ils vont donc renforcer, n'est-ce pas, ils vont renforcer cette dépendance à la formation. Donc, on va s'assurer que la formation des militaires africains soit faite de manière à ce que l'intérêt de la France soit garanti. Donc, je veux dire, l'intérêt des mondialistes soit garanti. Qu'ils ne puissent plus s'émanciper, n'est-ce pas? Qu'ils ne soient pas sensibles à un autre son de cloche. L'équipement militaire, alors ça même manière aussi, tout équipement militaire est une sorte d'infiltration. Quand je vous équipe militairement, je m'assure qu'à travers l'équipement militaire, mes oreilles seront très proches de vous. Mes oreilles seront très proches de vos lieux secrets. Ça se fait par l'infiltration technologique du matériel, n'est-ce pas? Ça se fait par les dynamiques de maintenance et de suivi, service après-vente liés au matériel et au traçage. Ça permet, n'est-ce pas, d'infiltrer l'armée et de garder les liens et de fabriquer ces liens d'intimité dont parle Macron. Pareil pour les renseignements. Si je te donne 2 ou 3, 4, 5 renseignements qui sont concluants, j'étais déjà infiltré. Pourquoi tu vas me faire confiance? Or, alors que les renseignements qui étaient donnés ne sont pas les vrais renseignements. J'ai un autre objectif que tu ne maîtrises pas du tout. Là encore, la dépendance des pays africains à l'égard du renseignement occidental pose un problème très sérieux. Déjà, entre occidentaux, ils ne se font pas confiance. L'Amérique exploite les occidentaux comme elle veut. Et la réception n'est pas possible. On a vu que les Américains ont saboté Nord Stream avec le complice anglais. Aucun pays européen n'ose broncher. Ils boudent dans la chambre. Quand ils sortent en plein jour, ils applaudissent les États-Unis. C'est une souffrance extraordinaire parce qu'ils dépendent totalement de Washington sur le plan militaire. Donc, c'est ça au niveau des renseignements. Le partenariat opérationnel, oui. C'est-à-dire qu'on veut maintenant que ce soit les Africains qui soient devant. Les armées africaines sont devant. Et le partenariat opérationnel est derrière. La France est derrière. Comme ça, les Africains n'auront plus d'arguments pour critiquer un blanc. C'est très facile. Mais si on est entre nous noirs, la critique sera plus difficile. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, il y a, sur le plan géomilitaire, au plan global, il est question de se cacher derrière des trucs comme les OTAN, les forces anti-putsch du petit interne de Guinée-Bissau, là. Ça s'appelle qui? C'est Ambalo, Sissoko. Ou bien Ambalo, quoi, là. Des trucs comme ça, les forces anti-putsch, les coopérations plus étroites avec l'OTAN. Vous voyez un peu, se cacher derrière des forces européennes, derrière l'OTAN. Ce n'est pas pour essayer d'occuper le terrain. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est une défaite, mais ne crions pas très vite. Cette défaite ne sera durable que si la formation, l'équipement militaire, les renseignements, le partenariat opérationnel, que les Africains développent une capacité rapide pour maîtriser ça. Oh, ils peuvent le faire, on a les moyens de le faire. Penser la guerre, c'est compliqué. Pourquoi? La polémologie, c'est-à-dire penser la guerre, la pensée de la guerre. Oui. Est-ce qu'il y a un continent qui est mieux doté que l'Afrique pour le faire? Mais si on peut le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Nous sommes dans un siècle éminemment polémologique. Ce début du XXIe siècle se fait dans les auspices de l'invention de nouvelles façons de faire la guerre, sur lesquelles là, les Africains sont en retard. On est encore dans des schémas classiques, dans les vieux schémas coloniaux. Ça va même l'Ukraine. On va transférer ici tous les outils, toutes les techniques, tous les moyens déclassés de la guerre. La guerre est fondamentalement nouvelle. Vous entendez en Ukraine que des robots sont sur le champ de guerre. Des soldats robots. La guerre de demain, vous allez voir comment elle se dessine devant nous. Mais par rapport à ça, est-ce que les dirigeants africains ont amorcé la moindre réflexion stratégique digne de ce nom? Macron le sait. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne change rien à son dispositif. Alors, dans le cas contraire, dans un côté plus précis et plus territorial, si on prend le cas du Sahel, tout le monde sait très bien que les semi-militaires français, la cité militaire qui a été bâtie dans le Sahel, servait à quoi? Servait juste à encadrer les terroristes pour que le pillage se fasse tranquillement, n'est-ce pas? Et qu'on arrive à un moment où on va obliger les États à venir signer une nouvelle conférence, un nouvel accord dans le cadre d'une nouvelle conférence de Berlin. Je l'avais dénoncé depuis très longtemps, mais c'est de cela qu'il s'agissait. Vous n'aurez la paix
qu'est-ce que vous nous cédez le Sahel? Le Sahel, cédez votre sous-sol. Si on a compris ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'autre preuve, c'est quoi? C'est que à l'ONU, les Français ont refusé, l'ONU a refusé de recevoir la plainte malienne. Et quand le Tintin qui agissait comme diplomate français à l'ONU a voulu bavarder devant Abdoulaye Diop, il a dit que, mais, ok, d'accord, maintenant, bon, nous sommes contents que la France maintenant soit le porteur de nos preuves parmi le Conseil de sécurité. Elle ne peut pas porter les preuves. On comprend de quoi est-ce qu'il s'agit. On comprend à quoi c'est l'ONU. On comprend ce qui se joue dans le Sahel, le complot occidental. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi c'est compliqué cette affaire? Je prends un cas plus. Est-ce que vous savez que si l'Union africaine fait une seule réunion de président et demande le départ des bases militaires françaises en Afrique, les Français auront de la peine à rester? Est-ce que vous le savez? Nous le savons tous. Pourquoi ça ne se fait pas? Vous savez déjà ce qui se fait côté l'Union africaine. Mais il faut le dire. Il faut le dire. C'est-à-dire que la puissance de l'Union africaine, quand je dis la puissance, je veux dire l'idée qu'elle fait semblant d'incarner. Imaginez l'Union de l'Union africaine consacrée aux bases militaires étrangères sur le continent. Vous imaginez? Mais ça serait la panique générale dans le monde. Je dis panique générale. Et il suffirait de rester ferme. Partez. Partez. Et aujourd'hui, l'Afrique a les moyens de construire une puissance militaire sur la base de l'unité africaine, sur la base d'un concept géopolitique de l'unité africaine. Ça passe par la réforme, une refondation de l'Union africaine, qui n'est pas une organisation africaine. Non, parce que ces salaires sont payés par l'Union européenne. Son idéologie est occidentalisée. Le projet géopolitique qui porte l'Union africaine n'est pas africaine. Du moins, n'est pas panafricaniste. Même si on bavarde pas, ils font semblant que l'institution panafricaniste, qui a nommé ça institution panafricaniste, c'est l'institution panafricaine. Construite par qui? Par les Chinois. Les gens ne sont même pas en mesure de construire leur siège. C'est-à-dire que les États africains sont incapables de construire le siège de l'Union africaine. On appelle ça institution africaine. C'est une honte. Voilà le premier signe que vous avez perdu la guerre. Le premier signe qu'on a perdu la guerre, c'est que l'Union africaine est un don de la Chine, le siège. C'est aussi que les présidents africains ne veulent pas faire la guerre. Ils préfèrent jouir. Les élites africaines préfèrent la jouir. Ne veulent pas faire ce qu'un être historique doit faire. Se protéger d'abord. Désigner l'ennemi. Se protéger en se dotant de moyens militaires. Autonomes, de façon autonome. La civilisation est née avec la guerre. Je suis désolé de le dire. La civilisation est née avec la guerre. C'est parce que je veux me protéger. Je veux protéger ma famille, les miens, que je m'organise comme un être humain. Je me bats contre les forces hostiles. C'est comme ça que les États sont nés. C'est ce processus qui a conduit aux États. C'est vraiment la lutte des classes. La lutte des classes, il faut même quand vous le dites très bien, ça conforte ce que je suis en train de vous dire. Mais laissez que votre siège, le siège de l'organisation de l'unité africaine, soit un don chinois. C'est pas de compter, les Chinois ne sont pas les Africains. On est d'accord? Comment les Chinois viennent construire le siège de l'unité africaine? Nous, on a construit le palais des Chinois. C'est quoi cette affaire? Nous, pourquoi nous n'avons pas payé les salaires de l'Union européenne? Imaginez l'inverse, que les pays africains décident de financer l'Union européenne. Est-ce qu'ils peuvent l'accepter? Ils ne peuvent pas l'accepter, Justin-Gos. Vous voyez qu'on a perdu la guerre. C'est-à-dire, en plein 21e siècle, nous entrons dans une période, comment dire ça, polémologique. Polémo, c'est la guerre, le grec, latin, je crois. Donc, polémologique, sans aucun moyen de faire la guerre. Nous ne voulons pas la faire. Nous voulons jouir. Nous voulons être président par les alternances. Comme celui qui a l'Union africaine, Mahamat. Tout son rêve, c'est de devenir président au Tchad. Passe son temps à vendre l'Union africaine aux Américains, à flatter les Américains, à flatter les Européens. Alors que une Union africaine qui se ressente sur ces questions géopolitiques, va dégager une puissance terrible. Ça va arriver. Et ça va arriver. Mais pendant ce temps, Emmanuel Macron déclare haut et fort qu'il faudra entamer des discussions avec les États africains. Quel genre de discussion? Pour faire quoi? Alors nous parlons, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire.
soit de démolir des villes, des quartiers, des villes. Ils vont les reconstruire pour en faire des cités occidentales. Parce qu'il est question de sanctuariser la Côte d'Ivoire contre l'envahisseur russe. Il faut tout faire pour que même si les Russes viennent par la Côte d'Ivoire, que ce soit impossible, tellement les Français occidentaux s'installent. Il y a une vague d'immigration blanche en Côte d'Ivoire que les Africains regardent, c'est-à-dire qu'ils regardent sans... Et moi, je suis un gosse. Souvent, on a envie de pleurer. Cette vague d'immigration blanche en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Cette seconde vague, c'est quoi? La première vague était la vague coloniale. Pourquoi? On a placé un ennemi de l'Afrique à la tête de la Côte d'Ivoire. L'un de nos pires ennemis dans l'histoire, Ouattara. Non, la Noisy, sa peau est noire. Mais c'est un ennemi des Africains. On l'a placé. C'est avec les gens comme ça que Macron veut discuter. Avec les Bazoum. Il va créer cet interlocuteur, comme ils ont toujours fait. À la création du franc CFA, c'est un Français qui parlait à deux Français, qui parlaient en notre nom. Donc c'est un des principes géopolitiques de l'Occident. Créer de faux interlocuteurs et en faire des interlocuteurs qui parlent au nom d'un peuple qu'on a déjà soumis. Il va discuter avec un président africain. Vous êtes président et vous discutez votre sécurité avec un pays étranger. Vous êtes président, vous discutez, c'est quoi? Mais Macron peut continuer à rêver. Mon cher gosse. On est dans une saison où les impérialistes sont condamnés. Quand je parle d'impérialistes, je parle de mondialistes, avec leur projet d'extermination de l'être humain. Vous savez, Jocelyn Gosse, je dénonçais dans un média local les césariennes qui sont pratiquées dans nos hôpitaux aujourd'hui. Au Cameroun. C'est la guerre, hein? C'est notre sujet. C'est une très grande guerre. On est dans le sujet. Alors, au Cameroun aujourd'hui, les hôpitaux sont devenus des endroits où on déchire le ventre des femmes. La césarienne devient la norme et non l'exception. On piège les femmes dans nos hôpitaux au Cameroun, on les piège pour les imposer la césar. La césarienne. Alors, je suis allé faire mes enquêtes. Ma dénonciation a eu un écho mondial et j'ai eu d'autres témoignages qui nous viennent de la Martinique, de la Guadeloupe, des territoires d'outre-mer, entre guillemets, version française. Vous savez à quoi sert la césarienne, Justin Gosse? À limiter les naissances. N'est-on pas en guerre? On est en guerre. C'est ça l'intimité aussi avec nos armées. L'intimité. L'intimité. C'est-à-dire que on vous distrait dans les vieux cycles de guerre, où la guerre se faisait de manière classique. Deux États s'affrontent, les armes sont classiques, tout est classique. Alors qu'on est dans un siècle où la guerre a cessé d'être classique, Jocelyn Gosse. Les armes d'aujourd'hui, on les fait avec les armes bactériologiques, avec les armes, avec l'intelligence artificielle. Quel État africain est équipé? Quel État africain a pensé à ça? Maintenant, on vous distrait, et vous dit intimité, on vous distrait dans le vieux cycle de la guerre. Vous regardez aujourd'hui, l'Occident parle de crimes contre l'humanité. Elle dit qu'elle traque les crimes contre l'humanité. Alors, ils ont créé la CPI pour ça. Et à travers ces instruments, ils se présentent comme les gardiens de la morale. Puisque eux, chez eux, on ne tue plus. Non, Jocelyn Gosse, c'est parce qu'ils ont créé de nouvelles armes qui tuent sans être vus. Hein? Un virus, ça peut tuer en un temps record 100 millions de personnes. Mais on va arrêter qui? Personne. Alors non, mais si je sais fabriquer des virus, les rendre invisibles, les larguer dans un pays, qui va m'arrêter? Je peux venir après insulter le président de ce pays, dire que tu es un tueur, parce que lui, il est encore à réprimer. Il est dans l'ancien cycle classique de maintien de l'ordre. Vous voyez? Quand on va arriver à nous mettre les puces, à nous digitaliser, la police servira encore à quoi? À rien du tout. Vous voyez à quel niveau les gens sont? On vous distrait. On vous distrait. Les gens ont des sanctions, c'est-à-dire que tu les énerves, ils te sanctionnent. C'est-à-dire que tu n'as plus d'argent. Tu as les avoirs chez eux, ils confisquent. Et ils confisquent en disant que tu es un président immoral, que tu maltraites ton peuple. Ils sont devenus des super présidents qui donnent les notes à d'autres présidents. Ils sont des super États qui notent, agences de notation, qui notent les autres États. Standard & Poor's. Voilà, tout ça. On est à ce niveau
vous voyez comment la guerre est en train la guerre a muté, mon cher Goss. La compétition entre les États, ça a muté. L'Ukraine est un champ extraordinaire. C'est ce qu'on voulu faire aux Russes. Hein? Le maire a dit, c'est cet idiot qu'on appelle le maire, il dit on va faire tomber l'économie russe en une semaine. Et on voit bien comment l'économie russe est tombée en une semaine. Mais il est tout ministre, non? Tout ministre. Donc, pour dire que il faut que rapidement on se ressaisisse. Le départ des Barkhane est un symbole. Si l'ennemi est en train de revoir sa manière de faire, de revoir ses cartes, il est en position de faiblesse. Mais cette position de faiblesse ne signifie rien pour des gens qui ne veulent pas réfléchir. Si on est dirigé par des dinosaures, c'est-à-dire qui pensent qu'on est au paléolithique, des gens qui ont une conception du pouvoir comme si on était au paléolithique. Si nos élites africaines sont des créatures des réseaux occidentaux ennemis du continent africain, si nos élites spirituelles et traditionnalistes ne comprennent rien au niveau des enjeux, mon cher Jocelyn Goss, on ne s'en sortira pas. Heureusement qu'il y a le panafricanisme, avec cette montée en première ligne d'une opinion afro-mondiale, panafricaniste, qui essaye de réunir les Africains autour d'une nouvelle idée du continent, autour d'une approche nouvelle du continent, qui est de saisir la puissance, de redevenir puissant, de redevenir puissant. On n'est pas puissant si on ne maîtrise pas l'art de la guerre, si on ne pense pas la guerre. On ne laisse pas la guerre, on ne laisse pas la pensée de la guerre à l'ennemi, à travers les faux concepts de coopération, équipement militaire, des renseignements, des partenariats opérationnels. Macron n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. La France n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Donc, ce n'est pas à la France et ses dirigeants, quelle que soit leur philanthropie, de nous dire comment on doit aborder la question de la guerre. Merci à vous, Président Barakani, d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Il est l'heure que l'Afrique se réveille, devenons inébranlables, imperturbables, indestructibles, mais surtout invincibles. Bonne journée à toutes et à tous.